Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et justement, aujourd'hui, nous recevons une personne experte en la matière puisqu'elle captive son public en impro. Elle réussit en improvisant des contes à captiver son public. Ah, je sais que je vous ai mis l'eau à la bouche, vous avez déjà envie de tout savoir et de connaître ses secrets. Mais patience, ça arrive. Avec moi, toujours présente, notre conseillère littéraire préférée, Florence Georgeon, et Sophie, notre invitée du jour. Bonjour à toutes les deux, bonjour Florence. Bonjour Bastien et bonjour Sophie, comment ça va ? Merci, ça va très bien, bonjour à tout le monde. Ah bah super, merci d'avoir accepté notre invitation et effectivement aujourd'hui tu vas nous parler de ton métier qui est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais ? Oui, alors je suis Sophie Baron, j'exerce la profession de conteuse, pas à temps plein parce qu'il y a une autre part de ma vie professionnelle qui me passionne, qui est la médiation culturelle. Et je suis arrivée au conte par le biais de la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'un jour où je n'avais pas le livre que les gens voulaient entendre, j'ai dû l'improviser, le raconter sans les images et que ça a très très bien marché. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit qu'effectivement, la transmission par l'oral et sans l'image pouvait aussi très bien fonctionner. Effectivement, du coup c'est ce qui t'a plu, cette oralité, ce qui t'a fait basculer comme ça vers ce métier ? C'est exactement ça. Dans la médiation culturelle, c'est déjà une très grande part à l'oralité. On travaille énormément avec donc le rapport à l'oral, à l'explication orale, à tout ça, mais c'est toujours sur un sujet donné, c'est une conférence, c'est une exposition à faire visiter. Et depuis que je travaille en littérature jeunesse, il y a vraiment une autre dimension qui s'est ouverte à moi, qui est de susciter des images dans la tête des gens qui m'écoutent. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus devant un tableau, on n'est plus devant un livre, on n'est plus devant un objet culturel concret à médiatiser. Là, on est carrément à créer des images chez notre interlocuteur. Et là, il y a quelque chose de complètement passionnant qui se met en place, c'est-à-dire que suivant les mots utilisés, suivant la situation, on peut faire rentrer des gens dans des univers très, très différents, très variés. C'est super de présenter ça comme la création d'images en fait à l'oral. Et je sais pas si c'est une technique aussi pour improviser tes contes, on va certainement en parler plus en profondeur tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça simplifie du coup énormément de choses, parce que finalement ça permet de faire visualiser, et en fait les mots sont juste un outil quoi, pour aller chercher quelque chose de plus visuel en fait. Dans la médiation culturelle, c'est passionnant aussi comme métier, la médiation culturelle. T'as commencé comment? Comment t'en es arrivé là? Alors en fait, je suis issue des beaux-arts. J'ai eu l'envie très jeune d'enseigner et je ne savais pas quelle matière je voulais enseigner et l'art plastique était ma meilleure matière 2 années de suite au bac parce que j'ai eu peut-être la chance de redoubler mon bac, ce qui m'a donné le temps de réfléchir à mon avenir. Et ça a été vraiment, j'ai eu 2 fois 18 avec félicitations du jury, etc. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dedans. Et je me suis dit, bon, je vais aller aux Beaux-Arts. Habitant Paris, l'université d'art plastique à Paris, c'est trop d'étudiants. Les Beaux-Arts, c'est un enseignement beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus accompagné, avec très peu d'élèves. Et ça me convenait beaucoup mieux. Donc j'ai suivi la voie des Beaux-Arts. Et un jour, arrivé en 4e année, on m'a proposé, voire en 3e année, on m'a proposé de reprendre les visites commentées pour la galerie de peinture de la Maison de la Culture de Bourges. Donc, moi, quasiment au pied levé, j'ai dit OK, j'y vais. Je faisais déjà beaucoup d'animation depuis des années auprès des jeunes enfants. Donc, j'y suis allée. Et là, j'ai découvert un univers qui m'a complètement passionnée, c'est-à-dire que les enfants m'écoutaient leur raconter ma vision de l'exposition, mon approche,
Et en même temps, ils se souvenaient. Ils repartaient et quand je les voyais la fois d'après, ils se souvenaient de choses que je leur avais dites. Ils arrivaient à faire des ponts, des jonctions entre 2 expositions différentes, à comprendre le langage artistique. Et je me suis dit que si j'arrivais à produire ça chez les enfants, c'était quand même assez extraordinaire. Les adultes appréciaient aussi. Et je me suis dit que ça allait être mon boulot. Et que mon boulot, ça allait être de favoriser l'accès à l'art pour un public le plus varié. Quoi, à l'art ou oui, quand même à un outil culturel pour des publics les plus variés. Donc en fait, j'ai passé mon diplôme des beaux-arts vraiment avec un axe de présentation de mon travail très appuyé et très fort qui m'a permis vraiment d'être diplômée avec une mention particulière sur mon travail à l'oral et de présentation du travail. Et j'ai été embauchée tout de suite dans un fonds régional d'art contemporain. Donc j'ai commencé vraiment par créer des outils qui permettaient à des classes, à des enseignants, à des particuliers de venir voir une exposition et de comprendre, en tous les cas, de la regarder avec moi, ma vision de l'exposition. Donc ça a été un premier boulot vraiment très formateur et très intéressant, où l'oralité, en tous les cas la transmission, avait un rôle très important. Donc voilà comment je suis arrivée au métier de la médiation par un hasard, par quelqu'un qui m'a dit: je laisse mon poste à la Maison de la Culture, est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, voilà. C'était vraiment un pari. Tout simplement. Justement, tout à l'heure, tu disais que tu aimais susciter des images dans l'esprit des interlocuteurs, que ce soit par le biais de la médiation culturelle et par le biais du conte finalement. Donc il y a des choses qu'on retrouve communes par rapport à cette fameuse oralité. Tu nous dis que tu as mis en place des outils pour ces expositions. Est-ce que tu peux nous expliquer ces techniques et ces outils qui te permettent de faire visualiser des images aux interlocuteurs? Alors, c'est une question compliquée parce qu'il n'y a pas de formule magique. Non, mais il n'y a pas de formule magique. Là, je viens de travailler avec des étudiants, par exemple, et ils avaient écrit des textes à partir de tableaux, etc. Et moi, je les écoutais en fermant les yeux. C'est-à-dire que soit ils m'emmenaient, alors bon, moi, je m'attardais beaucoup à la technique et aux mots utilisés, je devais les corriger, mais il y a des moments où je fermais les yeux et je me laissais emmener, comme on peut être emmené, par exemple, par un hypnothérapeute ou quelque chose comme ça. Il fallait que l'histoire m'emmène. Et j'ai vraiment travaillé avec eux sur très peu de séances en leur disant: ce mot-là, il va pas dans ta bouche, par exemple. Il y a des mots, on les écrit, mais à l'oral, le passage à l'oral fait qu'il y a des transformations qu'on doit faire. Et est-ce que j'ai des clés particulières? Je ne crois pas. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est vraiment à chaque phrase, je veux dire, pour quelqu'un qui écrit, à chaque personnage, faut que tout ce qu'il va dire soit cohérent. C'est-à-dire que au moment où on met en place un dialogue et que c'est quelqu'un un paysan, pour moi, bon, j'habite dans le Berry, et dans le Berry, les vieilles personnes ont encore le R roulé. Et donc pour moi, dès que je fais un paysan ou un bûcheron dans mes histoires, il est berrichon, parce que c'est comme ça, parce que moi je l'ai comme ça dans la tête et je le redis comme ça. Et je pense que quand on écrit, il faut aussi avoir cette image. Il faut créer au-delà des mots, au-delà de juste le personnage, il faut savoir à quoi il ressemble, comment il est habillé, comment il se tient, comment il est installé à table, s'il est à table, est-ce qu'il a les jambes croisées, les jambes pas croisées. Et le fait qu'en l'écrivant, on l'imagine, ça va permettre de décrire des détails, de donner des détails sur un personnage sans en faire des quantités, mais des détails tellement simple, précis et tellement personnel au personnage que ça va nous le rendre encore plus vivant. Voilà, moi je décris toujours comment quelqu'un est habillé, comment est-ce qu'il arrive en marchant, comment voilà. À mon public, je les emmène toujours. J'en dis pas de trop parce qu'il faut laisser la place à l'imaginaire, mais en même temps, quand je vais le faire parler, s'il bégaye, il faut
y ait quelque chose qui soit dit avant, par exemple. Voilà, faut emmener les gens vers le personnage toujours, toujours, toujours. Ouais, c'est hyper visuel en fait comme approche. Ouais. Et c'est une approche aussi qui se ressent aussi dans le théâtre impro en fait. Les acteurs qui arrivent à bien visualiser leur personnage, je pense que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui jouent le personnage et ceux qui sont vraiment le personnage en fait. Parce Exactement. qu'à partir du moment où par exemple, t'es sur scène, tu t'imagines que tu as un chapeau, instinctivement, il va y avoir des gestes en fait qui vont faire comprendre au public que tu as un chapeau et du coup, tu es vraiment dans le personnage et tu n'es pas là en train de jouer le Et tu, personnage parce que finalement, je trouve que jouer le personnage, ça rajoute une couche supplémentaire sur ton disque dur, si je puis dire, exactement. sur ta mémoire vive. Tu dois à la fois penser à ce que tu es toi, mais aussi au personnage que tu es en train de jouer. Alors que si vraiment tu arrives à te mettre dans la peau de ton personnage, ce que tu es disparaît en quelque sorte et tu as des tics du personnage que tu n'as pas dans la vraie vie, mais que du coup transparaissent parce que et c'est plus fluide en fait, puisque ton cerveau n'est pas là à réfléchir à la fois à toi et à la fois au personnage que tu es en train de jouer, mais juste à une seule chose en fait. Et ça rend l'acting beaucoup plus fluide. Et j'avais sur un sujet un peu théâtre impro. Et nous, ce qui nous intéresse énormément, c'est d'arriver à captiver le public. Et j'avoue que ça, c'est en fait à chaque scénette, c'est un peu l'enjeu et l'objectif de la scénette, d'arriver à faire la plupart du temps rire le public, mais parfois tout simplement aussi l'émouvoir. Et ça, c'est l'objectif le plus difficile à atteindre. Qu'est-ce que toi, ton métier t'a appris sur l'art, en fait, pour raconter une histoire et arriver à capturer comme ça l'attention du public? Comment tu y arrives en impro, quoi? C'est quand même exceptionnel, je trouve. Alors, la respiration. Je vais dire mais que ce soit dans l'écriture, je pense, ou à l'oral, la respiration reste le plus important. C'est-à-dire de laisser le temps aux gens de se faire une image, de rentrer dans la situation, etc. Moi, quand je travaille l'impro, je travaille avec tout public, y compris des enfants qui ont 2-3 ans, 3 ans. Ils parlent des premières sections de maternelle. Et en fait, ils me donnent tous les personnages qu'ils ont envie d'écouter, dont ils ont envie d'écouter une histoire. Alors, en général, je demande 4 ou 5 personnages, un lieu, le temps qu'il fait. Ça, c'est important, parce que ça va donner des incohérences, des fois, avec ce que je vais raconter. Donc, il faut que je trouve le moyen que ça devienne cohérent. Et les adultes, en plus, moi, je leur demande de me donner un mot compliqué à placer, ou un accent, ou une expression, etc. Et donc, avec tout ça, moi, je mélange. Comme dans le théâtre d'impro, j'ai des trames préétablies, voilà, je ne pars que à partir de contes traditionnels, donc je peux donner à peu près d'où vient le conte que j'ai trituré pour en faire l'improvisation du jour. Et en fait, le temps que je prends, moi, à réfléchir, met déjà les gens et les enfants en attente. C'est-à-dire qu'ils se disent, est-ce qu'elle va y arriver? Donc, il y a du suspense. Et ensuite, quand c'est dans la rue, les gens sont très, très interactifs. Quand c'est pour une classe, dans leur salle d'activité ou quoi que ce soit, c'est encore autre chose. Mais je laisse du temps. Alors voilà, là, on est à tel endroit. Voilà, on est dans une campagne. Dans cette campagne, oh, il y a un bosquet d'arbres. Et à côté du bosquet, juste à côté, il y a un étang. Et sur cet étang, il y a un canard qui nage tranquillement. Et une fois qu'on a mis en place la situation, le lieu, bim, déjà, on y est, quoi. On y est. Par contre, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il pleut, etc. Là, je leur ai proposé de me le dire. Donc, il faisait une chaleur accablante. Et ça commence comme ça. Je travaille beaucoup la littérature pour enfants, moi. Donc, ce sont des phrases très courtes. Et donc, même pour adultes, je ne sais raconter que sur des versions enfants. Les conteurs adultes vont détailler les essences d'arbres, vont détailler le chemin qu'on a emprunté, la façon dont on se tord les pieds sur le chemin, etc. Pour moi, la littérature adulte et enfant, c'est la même, sauf que c'est la rapidité avec laquelle on va rentrer dans l'action qui n'est pas la même. Mais l'attention aux mots, la précision des mots, la précision de
des lieux, des dialogues va être la même. Donc moi, c'est vrai que je pars de mon public d'enfants, parce que je suis spécialisée en littérature pour les petits, voire tout petits. Et quand je dois raconter pour les adultes, je prends les mêmes clés, en fait. Je prends les mêmes... je travaille les mêmes ressorts. Et quand il y a quelque chose de drôle, effectivement, c'est très compliqué à l'oral, en tous les cas, de laisser la bonne respiration au bon moment avec ce public-là pour transmettre le clin d'œil qu'on est en train de faire passer d'une situation ou l'humour d'une situation, leur laisser le temps de rire, leur laisser le temps de rebondir sur ce qu'on est en train de dire, etc. Ça, c'est vraiment... on le remet en jeu tous les jours. Voilà, moi, quand je joue les contes improvisés, je remets en jeu tous les jours. Mais avec le conte, on remet en jeu tous les jours parce que je n'écris jamais ce que je dis. Je n'en écris toujours que la trame. Et donc, je m'enregistre beaucoup, donc je passe quasi exclusivement par l'oralité, et je vais me corriger en me réécoutant, en me disant, ah là, ça accroche. Je ne m'emmène pas moi-même dans le... Et donc, je vais modifier des choses et laisser tout ce qui m'est venu spontanément, ne jamais le corriger ou ne pas l'écrire, parce que moi, ça me fait passer dans un... Si j'écris, je suis moins naturelle. Voilà. D'accord, mais il y a quand même un retour, tu t'enregistres et tu te Ouais. réécoutes pour avoir quand même un phénomène Alors, d'itération et d'amélioration éventuelle. oui, alors pas sur les contes improvisés, pas du tout. C'est D'accord. impossible parce que c'est vraiment en fonction du public, en fonction du jour, du temps qu'il fait. Mhm. Quand je joue sur des festivals où il fait 40 degrés en plein été et que c'est la 4e heure que je raconte d'affilée, j'ai pas le même. Déjà, mon cerveau est complètement sous endorphine, adrénaline et tout ce qu'on veut. Je suis complètement ouverte à tout ce qui se passe. Donc, c'est impossible. Je ne peux pas corriger un truc qui avait lieu là avec une personne qui a commenté tel mot, un enfant qui va commenter tel autre. Toujours très à l'écoute du public. Et ça, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Parce qu'en théâtre, je ne suis pas bonne du tout. Vraiment, je suis très, très mauvaise comédienne. Par contre, je pense avoir réussi à donner un ton au conte que je propose, voilà, un ton, une identité qui est très intéressante à travailler et à transmettre, puisque j'essaye de le transmettre aussi dès que je peux. Tu te produis du coup à la fois dans des salles de classe et à la fois je t'ai entendu parler dans la rue, ça peut être partout en fait, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, 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 ça, les contes improvisés, je ne fais pas que ça, hein, je fais des spectacles tout à fait traditionnels de contes, avec des contes qui vont de A à Z, toujours le même, etc. Mais mon spectacle de contes improvisés, il a débuté sur un festival jeune public, et je jouais sous les arbres, à l'abri du soleil, avec à côté un bac à sable, de l'autre côté des personnes qui faisaient des travaux manuels, en face voilà, plein de stands différents. Une année, j'avais même des musiciens à côté de moi, donc on alternait. Eux, ils partaient, ils faisaient leur set musical, et moi, j'arrêtais de raconter pendant ce temps-là. Voilà, donc on s'adaptait en permanence, quoi. Et c'est vrai que j'aime, par-dessus tout, arrêter les gens dans la rue et leur dire « Venez, j'ai quelque chose à vous glisser à l'oreille ». Et là, en quelques secondes, il faut réussir à attraper les gens. Ah, c'est un sacré travail en fait. Et c'est vrai que du coup, ça me surprend quand tu dis que tu serais pas bonne comédienne parce que Non, c'est réussir à faire ressentir aux gens des émotions malgré tout. non, parce que Mais ce sont les mots des non. autres. Et dans le Ah, conte, je n'utilise que mes mots à moi. C'est-à-dire que il est très difficile pour moi de... Alors, je fais des lectures qui me demandent énormément de travail. Les contes aussi, moi je les intègre, mais c'est un autre processus. Là, je prépare des lectures pour dans un mois. Et en fait, lire les mots des autres, il y a un tel respect que ça m'est difficile si je dois les apprendre par cœur, par exemple, parce que je ne sais pas apprendre par cœur. Euh, euh, le petit paysage que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est celui d'aujourd'hui. Peut-être que demain, il n'y aurait pas de canard, mais 3 signes dessus. Peut-être que j'aime cette liberté, que l'image que j'ai devant les yeux au jour J, je la décris. Et ça, c'est vraiment impossible sur une pièce de théâtre.
Quand on a un D'accord. texte préécrit où tout nous est dit, les didascalies, la façon dont on doit se tourner, etc., même s'il y a une mise en scène, etc., pour moi, c'est pas la même liberté. Et voilà. Mais des bons auteurs de contes permettent de quasiment ne pas changer leurs mots. Parce qu'ils ont Ah, travaillé des mots aiguisés. Il y a un éditeur qui s'appelle Didier Jeunesse qui a fait une collection qui s'appelle À petit peton. Et ce ne sont que des contes traditionnels, écrits par des conteurs, et on sent leur voix. Des fois, en plus, ils proposent des versions enregistrées. On sent leur accent, on sent toute le conteur, on le sent dans le texte qu'il a écrit. Et il est très facile de le reprendre et très difficile d'en changer une virgule. ah bah Parce que justement, ça. parce Oui. qu'il a été écrit vraiment pour l'oral. D'accord. Bah, justement, ça fait une bonne transition avec la question que je voulais te poser après, Mm. qui était de quels conseils tu pourrais donner à des auteurs qui voudraient écrire des contes pour enfants. Ce serait de faire en Alors, sorte que ce soit écrit pour l'oral, justement. Hors des contes, des albums, je pense que moi oui, de Mm. toute façon pour enfants, suivant l'âge, hein, mais jusqu'à 7 ans, on lit les livres aux c'est les adultes qui vont lire à l'enfant. Et moi je pense qu'il faut vraiment que ce soit une écriture, qui s'oralise, facilement. Heu, on est dans une mode en ce moment, quoi, dans une situation où les textes deviennent de plus en plus courts. Parce qu'on va dans une société qui va beaucoup plus vite, hein, qu'à une époque où les textes étaient très longs. Hem, donc ça, faut y être attentif et sans utiliser des mots d'enfant, utiliser un langage, qui fait sens et image. Vraiment, on en parlait tout à l'heure, pour les enfants, mais pour adultes aussi, en fait. Moi, je travaille de la même façon pour adultes et pour enfants. Il faut relativement adapter le le vocabulaire, mais ça va plutôt être la longueur du texte qui va faire que c'est un texte, pour un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 9 ans, de 10 ans. C'est la longueur du texte. C'est pas pour moi, il y a pas de il y a pas de code particulier. Il y a un respect de l'enfant, il y a un respect de ce qu'on lui apporte comme mots, de ce qu'on lui apporte comme, plutôt comme ça, voilà. Et de et moi de rester un adulte qui raconte aux enfants. C'est une je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais de se mettre à la place d'un enfant, de faire parler un enfant, on sera de toute façon un adulte qui fait parler un enfant. On sera jamais un enfant qui va parler, donc il y en a qui le font très bien, mais toujours se méfier. Et un exemple, les livres qui ne fonctionnent pas du tout chez des enfants petits, ce sont les livres avec des défauts de prononciation. Ah, J'ai acheté un livre un jour où j'étais fière, ça s'appelle, «Je veux un cocodrille». Ah, je l'achète, c'était drôle, un gamin qui crie partout: «Je veux un cocodrille!» Et le crocodile arrive et il lui dit: «Comment on dit?» Parce que comme il le prononçait mal, nous, en tant qu'adultes, on se dit: «On doit dire crocodile et pas cocodrille». Et le petit garçon, il dit: «S'il te plaît?» Et en fait, donc nous, ah, ça nous fait rire. Et oui. oui, ça nous fait rire. Mais les enfants, ils comprennent pas parce qu'il y a pas eu ce double sens de cocodrille, crocodile ou crocodrile. D'accord. Eux, ils l'entendent pas parce qu'ils n'arrivent pas à le prononcer. Donc on part d'un présupposé d'adulte sur une difficulté d'enfant que eux-mêmes n'entendent pas. Et j'ai vu plusieurs enfants me regarder le parent qui était un parent lecteur et avoir un air complètement perdu et nous dire: «Ah bon, ça vous fait rire?» Ah, Et d'accord. là et là, je pense qu'il faut toujours se méfier de est-ce qu'on parle, est-ce que c'est l'image qu'on a des enfants ou est-ce que ça parle réellement à l'enfant? Et ça, c'est vraiment il y a un conseil, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, nous, en tant qu'adultes, ça nous fait rire. On va acheter un livre qui nous fait rire. Les enfants vont être polis quand on leur lit, d'accord, on leur lit un livre, ils sont très polis, hein, très souvent très polis. Mais, on n'est pas dans, quelque chose qui va leur parler. Voilà, ça c'est un exemple que je donne toujours dans les formations que je fais sur la littérature jeunesse. Se méfier de où on regarde et de qui réellement parle dans le livre. Voilà.
Là, c'est un adulte qui a essayé de jouer à l'enfant, mais il s'est trompé. Pour moi, en tous les cas. D'accord. Hein. Après, il a été édité, il est passé en commission, mais pour moi, il y a un truc il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Voilà. Ah, je comprends. C'est Et pertinent. dans ton dans ton process d'écriture, tu te relis à voix haute pour tester les sonorités de ce que tu écris? J'écris peu, mais par contre, quand je lis et que je dois transmettre un texte, je le lis à l'oral, quasiment à chaque fois. C'est-à-dire il y a des textes écrits par des auteurs qui ne peuvent se dire quasiment qu'à l'oral, pour moi en tous les cas. Je Hmm. n'arrive pas à les lire sans sans les mettre à haute voix. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Cotto, qui est auteur jeunesse, qui écrit aussi pour les ados. Et la dernière fois, je lui ai dit, écoute, dis-moi, est-ce que tu dis à l'oral ton texte quand tu l'écris? Et il m'a dit, ah mais oui, tout à fait, je ne travaille, il finalise ses textes que par l'oralité. Et même quand il écrit, ça passe par l'oralité. Et c'est Hmm. très étrange parce que ces textes, si je veux vraiment les comprendre, vraiment avoir la respiration, avoir son rythme, il faut que je les mette à l'oral. Si Hmm. je les laisse aller lire comme ça, déjà des fois j'ai du mal parce que c'est une poésie très particulière. Et si je les passe à l'oral, c'est-à-dire si je prends le même outil que le sien, là, ça fonctionne. Donc, effectivement, un texte qui est voué à être oral, il faut vraiment le dire à l'oral et voir si ce qu'on est transparaît vraiment à travers. Ok, et justement, tu enregistres également, en plus de toutes ces activités, des Ouais. albums jeunesse Ouais. pour une application. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers ce format, du coup, qui est plus lecture, du coup? Oui, alors ce sont des lectures que je choisis pas forcément. Je participe à l'enregistrement d'un catalogue. Alors en fait, ça va répondre en partie à peut-être à une question qu'on s'est posée en préparant tout ça. Euh, je travaille avec une éditrice depuis quelque temps et un jour je lui dis, écoute, j'ai écouté sur les plateformes des grosses maisons d'édition, ils donnent accès aux 3 premières pages des livres lus, mais version audio pour donner envie Hmm. d'écouter, d'aller lire leurs textes. Et je lui dis, si ça t'intéresse, pour l'expérience, je le fais pour toi gratuitement. Et elle me dit, ah, j'en suis pas là du tout dans mon catalogue numérique. Hmm. Par contre, je connais quelqu'un qui vient de monter une start-up et qui cherche des voix pour enregistrer ses albums. Elle me connaissait, elle savait elle m'avait déjà entendu lire son catalogue, donc elle m'a fortement conseillé à cette personne, euh, donc qui est la plateforme Story Player. Mhm. Et en fait, elle avait déposé son catalogue sur cette plateforme. Donc, c'est une plateforme avec que des livres papier sur laquelle on propose une version audio et des aides à la lecture pour les enfants qui auraient besoin d'aide à la lecture. Et moi, j'ai commencé à travailler pour eux. J'ai enregistré les albums de l'éditrice que je connaissais bien. J'ai enregistré plein d'albums. J'ai découvert plein de choses, des albums à côté desquels j'étais complètement passée en librairie ou sur des salons. Et voilà, et je me suis retrouvée à être contributrice sur cette plateforme, à lire des textes, et des fois, il aurait fallu entendre les off, c'est-à-dire que je lis le texte avec beaucoup d'entrain, de joie et de plaisir, en on, et off, je peste parce que c'est impossible à se mettre en voix. Il y a des sonorités qui pour moi étaient impossibles à articuler facilement, sereinement. Des textes que je trouvais cucu, gnangnan, comme pas possible pour les enfants. Mais peu importe en fait mon avis. Là, sur ces cas-là, le but c'est de le lire et d'en donner une version euh, le plus valorisante possible à ce texte. Donc, effectivement, ça m'a permis de, de, de me plier à un exercice auquel je me plie très rarement. Même quand je lis à des enfants, je leur lis un livre qui me plaît, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on transmet le mieux, c'est de lire des choses qui nous plaisent. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Et justement, on parle de toute cette oralité, ces enregistrements audio. Ouais. Je pensais du coup avec l'essor des podcasts, le boom du livre audio,
Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander à nos auditeurs qui écrivent et qui aimeraient enregistrer une version audio soit de leur conte ou de leur livre pour se faire connaître ou... Bah, alors, la totalité, je suis pas sûre, hein, parce qu'on se fait voler tout ce qu'on enregistre, tout ce qu'on envoie, quoi. Voilà, moi, je suis toujours très... Faut toujours faire attention, mais de mettre en ligne effectivement des extraits, comme on peut avoir des extraits de spectacles, comme on peut avoir des teasers, en fait. Je trouve que c'est très, très intéressant. Faire très attention, il y a des très bons auteurs qui sont de très mauvais lecteurs. Ah Ça, oui. par contre, ah oui, 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 oui. Ah bah, écoutez, des fois, sur des émissions de radio, des auteurs qui sont invités à qui on demande de lire des pages de leur texte. Oh là là, c'est terrible. Et d'autres, on les écouterait des heures et des heures. Donc, il faut vraiment se méfier si on s'enregistre, vérifier auprès d'autres personnes que l'exercice est bon, en fait. Voilà. Mais D'accord. moi, je pense que des extraits, des débuts de chapitres, des choses comme ça peut être tout à fait intéressant pour se faire connaître, en sachant qu'un éditeur n'ira pas au-delà des 10 premières pages. Donc autant enregistrer les 10 premières pages pour un roman et les 4 premières pour un album. Voilà. Oh, Qu'on ait super, envie ouais. de voir si on a envie d'aller plus loin, etc. Ça donne en général, ça donne quand même une couleur. Les fins pour les enfants, pour les albums d'enfants, sont très importantes parce que bien souvent, je me retrouve bien embêtée avec la fin des histoires que j'ai adorées au début. Les illustrations, j'adore. Et la fin, oh là là, me tombe littéralement des mains. Donc voilà, moi, je ne suis, par exemple, je n'aime pas les fins où on doit embrasser son enfant, où on dit je t'aime, etc. Parce que moi, mon métier, c'est la médiation. Et je peux pas dire à une salle entière bisous chérie, bisous. C'est pas possible. Donc, il y a des livres effectivement pour la famille, et la majorité des livres sont achetés en famille. Mais il y a aussi une diffusion, il y a aussi et puis un texte où je ne suis pas sûre que tous les parents soient capables de dire à leurs enfants qu'ils les aiment et que c'est pas le livre qui doit le faire, à mon avis, quoi, etc. Il y a, voilà, j'ai des avis personnels et des fois, bah, effectivement, j'enregistre ou je propose des livres euh, qui ne correspondent pas à 100% à ce que j'aime. Mais effectivement, les fins de livres peuvent vraiment, moi, me faire basculer sur un achat ou non, sur une comment dire, quand je fais quand je conseille les livres, vraiment la fin du livre peut être déterminante, réellement, pour les enfants, très très déterminante. Ah ouais, c'est vrai. La fin du livre, c'est aussi le souvenir qu'il te laisse, hein, au final, après aussi pour en parler et le conseiller. Ouais, bien Quand sûr, tu fais du bouche à oreille, mais souvent tu quand, te rappelles de la fin. hmm, mais quand la Mm. chute te déçoit, ah non, c'est très C'est dur. vrai, Pour c'est moi, c'est vrai. un. Alors après, voilà, ça me déçoit à moi, mais ça va plaire à quelqu'un d'autre à côté. Chacun, c'est sa sensibilité, hein. Mais voilà, donc les premières pages, c'est bien. Donner envie Je pense que c'est mieux que d'enregistrer en entier. Et s'il y a enregistrement en entier, bien faire attention de qui enregistre, même pour quelques pages, faire très attention à ça. Mm. Ah bah, merci beaucoup pour ce conseil. Oui. En tout cas, cette oralité que tu dégages là, tout ce côté interactif, ça me fait moi beaucoup penser à la philosophie dans l'Antiquité avec Socrate qui partageait tout à l'oral. En fait, Socrate n'a rien écrit parce que justement, il était cette vision-là lui, il disait en gros que l'éducation, c'est une flamme qu'on allume et c'est pas un navire qu'on remplit. Et du coup, il ne comprenait pas, par exemple, le choix de son disciple, Platon, de tout écrire pour finalement une sorte de graver dans le marbre une sorte de Mm, morale, où pour lui, finalement, bah, c'était remplir un navire, quoi. C'est-à-dire, mm. j'allais gaver les gens de tout ce que j'allais écrire, et puis comme ça, je fais rentrer, je pousse et je fais rentrer. Et Et Socrate puis, avait un côté beaucoup plus interactif avec son public. Il aimait lui poser des questions, il c'est aimait ça. se faire poser des questions. Socrate ne se considérait pas comme un sage, il Oui, faisait accoucher la sagesse ch- chez les chez gens les avec gens. qui il parlait. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même registre, alors côté plus conte et avec des enfants, mais en tout cas on garde ce côté interactif et qui fait qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie d'écrire en fait derrière. C'est pas effectivement la trace qu'on souhaite laisser.
C'est ça. Alors, merci beaucoup, hein, parce que si tu me compares, là, la comparaison est... Mais il y a effectivement quelque chose, et il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'évolution. Notre pensée évolue. Elle évolue dans le temps, elle évolue par les gens qu'on rencontre, elle évolue par ce qu'on vit. Et moi, quand je raconte, eh ben, il y a des périodes où j'adore raconter certains contes et d'autres que j'ai enregistrés, que j'ai appris et qui viennent pas pendant des mois, des années. Et puis d'un coup, bim, ça va être ceux-là qui vont sortir en premier, ça va être ceux-là que je vais transmettre. Il y a vraiment quelque chose de, de particulier à moi et à la temporalité. Et effectivement, dans l'interactivité, il n'y a que en étant vrai qu'on peut être interactif. Et moi, à chaque fois que je travaille avec des enfants, des adultes, etc., euh, je parle toujours pareil. Ouais. J'ai pas un vocabulaire qui va être réduit pour les enfants. Alors, je fais un petit peu attention qu'ils ne soient pas trop perdus avec trop de mots compliqués à la fois. Et ce sera à peu près le même vocabulaire pour les adultes. C'est-à-dire que j'estime que si on respecte son public, et soit notre lecteur, soit notre auditoire, ils doivent être capables d'entendre tous les mots qu'on dit. Voilà. Et que, quelque part, peu importe l'âge, peu importe le lieu où on en est, tout ce que l'on dit, si c'est dit sincèrement, si c'est dit dans la volonté d'être vraiment dans le partage avec l'autre, qui nous comprenne et qui soit réactif à ce qu'on, à ce qu'on raconte, à ce qu'on propose, il n'y a que voilà, en étant dans cette honnêteté et dans tout. Moi, je suis toujours, j'ai l'impression, quasiment pareil quand je m'adresse à des tout petits ou quand je raconte pour les grands. Voilà, j'y mets le même entrain, j'y mets la même, et j'y mets surtout le même vocabulaire. Ce qui fait que quand je raconte pour les tout petits, régulièrement, j'ai après tous les parents qui sont complètement scotchés et qui sont encore 10 fois plus dans l'histoire que les enfants, qui eux ont une capacité de concentration qui est le temps de Ouais. l'histoire, et après, bim, ils passent à autre chose, ils vont faire autre chose. Et là, les parents, ils sont tous scotchés, arrêtés, et et en fait, ce que je dis aux enfants, je dis, oh, maintenant, regardez les parents, regardez à qui ça a profité tous ces contes. Parce qu'au début, oui, oui, je vous amène mon enfant, on le pose là, et puis voilà. Et en fait, on raconte très peu d'histoires aux adultes. Et même dans leur version pour enfants, les adultes viennent me remercier en me disant c'était super. Mais super pour eux, c'est un Mm. truc qui me serait très désagréable qu'on vienne me remercier. Et ça m'arrive un coup de temps en temps qu'on me dise ah, c'était bien, ça lui a fait plaisir. Et moi, je dis mais à vous, est-ce que ça vous a plu? Oh, oui. Alors, ils osent pas dire oui parce que c'était des mots pour enfants. Mais c'est pas des mots pour enfants, ce sont des mots. Voilà, c'est vraiment c'est juste je me suis adressée à un Hmm. public, que ce soit enfant ou adulte, et ils en ont et ils en ont pris vraiment ce qu'ils avaient besoin de prendre aussi dedans. Bon, après, il y a des Euh, gens, ils sont un peu plus durs que d'autres, mais dans l'ensemble, on est quand même tous des grands enfants, quoi. Donc, ouais, c'est Bah, normal. alors des grands enfants ou surtout des gens à qui on a arrêté de raconter des histoires ou certains à qui on n'en a jamais raconté. Et Mm. ça fait un bien fou d'écouter, surtout le conte traditionnel. Il y a quelque chose où on se rend compte que c'est de la culture commune. C'est-à-dire qu'on a quand même des ressorts, quand je dis des contes un peu d'idiotie, des contes de magie, etc. Il y a quelque chose où on sent chez l'adulte quelque chose qui résonne. Et alors, moi qui défend quand même des valeurs féministes, engagées, etc. Quand je raconte un conte où quand même la femme est ravie de suivre son mari et elle se fait belle, je peux me permettre dans le conte de dire oui, alors là, merci, voilà l'époque où ça s'est passé, je commande toujours. Je dis bien sûr, elle était belle et elle crachait des perles et des diamants. Évidemment, le prince s'arrête et il tombe amoureux d'elle. Tiens, c'est étrange. Voilà, c'est vraiment bizarre. Donc, et moi, quand je le dis comme ça, les enfants, ça ne leur parle pas, mais les adultes, ça vient parler à des sujets d'actualité, ça vient parler de tout ça. Et en ayant vraiment un vocabulaire que tout le monde peut entendre, avoir plusieurs niveaux de lecture, ça, on arrive à... Là, ça devient vraiment très, très intéressant, quoi. Voilà, le langage pour ça, c'est super. C'est clair que le conte, ça peut faire beaucoup de... Enfin, ça peut faire passer beaucoup de messages. Enfin, juste pour une petite anecdote, je me rappelle de ma classe de terminale où mon professeur nous avait lu un album jeunesse comme ça qui s'appelait Le petit garçon étoile. Et au début, on savait pas du tout où il nous emmenait à nous lire un conte pour enfants comme ça.
Et il y avait 2 lectures possibles. Enfin voilà, pour ceux qui connaissaient un petit peu l'histoire, ça parlait de la Shoah en fait. Mhm. Et toute la classe était restée bouche bée. Enfin, il y a eu un gros silence qui s'est installé à la fin de sa lecture. Et ouais, c'est. Et je pense que c'est un livre pour enfants aussi. Donc c'est pas, il n'y a pas un côté déprimant non plus. Enfin, ça cherche aussi à faire Ah, passer un autre mais... message pour un public différent. Ah oui, Mm. complètement. Mais moi, j'ai lu des textes pour la littérature jeunesse qui étaient plutôt d'un niveau, je vais dire, 10-12 ans. Je l'ai lu à des lycéens en seconde et ils m'en voulaient de ne pas leur raconter le dernier chapitre parce qu'on n'avait pas le temps. Et pareil, ça Ah, s'appelle le bébé tombé du train de Joe Osland sur une petite maison d'édition qui n'existe plus. Mais donc, il s'appelait Oscar. C'était vraiment, ils avaient écrit des textes et il y avait des gravures. En plus, ils faisaient travailler un graveur qui illustrait le texte. Et là, le bébé tombé du train, c'est un bébé qui tombe, qu'une maman jette d'un train de déportés juifs. Et incroyable cette histoire, mais complètement dingue. Et le prof de français m'a dit, mais quelle idée géniale de leur raconter ça. C'est-à-dire que moi, j'aime passer par la petite histoire pour raconter la grande histoire. Et ça marche tellement bien. C'est tellement efficace de faire ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, je travaille pour le Muséum d'histoire naturelle à Bourges. Et je raconte au milieu des animaux. Et je vais raconter pour les 3-5 ans. Donc vraiment à l'âge où il n'y a pas encore de médiation scientifique, c'est un petit peu compliqué. Et donc, bah, moi, je leur raconte des histoires du crocodile, je raconte une histoire de loup, une histoire de buffle, etc. Et en fait, notre idée avec le muséum, c'est de dire qu'ils vont connaître peut-être la vie privée de cet animal. Et ensuite, quand ils seront plus grands, on ira leur dire de quelle espèce ils sont, comment, comment ils se reproduisent, etc. Des choses plus techniques qu'il y aura après et qu'on apprend au muséum. Mais on va commencer par leur faire se dire qu'à chaque fois qu'ils vont venir au muséum, ils savent que tel crocodile, oh, il a voulu manger le cœur du singe, bah, il est bien bête, il s'est fait avoir et il n'a jamais pu le faire. Et hop, voilà quoi. Et on les fait rentrer dans un univers vraiment de la... Un univers vraiment comment dire, une fiction du personnage. On rentre par la fiction pour ensuite aller vers le scientifique. Et ça, je trouve que c'est une approche qui devrait se développer parce que c'est super. Il y a d'ailleurs dans les maisons d'édition, une maison d'édition qui s'appelle Kilowatt et qui a une série d'ouvrages euh, autour d'événements historiques et donc, soit, je pense à un air de violoncelle qui est sur la chute du mur de Berlin, et c'est une fiction autour de cet événement, qui est un petit garçon qui découvre qu'il y a un violoncelle dans son grenier, et pourquoi et comment, et c'est le violoncelle, c'est la seule chose avec laquelle ses parents ont quitté l'Allemagne de l'Est pour aller en Allemagne de l'Ouest. Et quand le mur est tombé, Mislav Rostropovitch serait venu lui demander un tabouret pour pouvoir jouer dans la rue devant chez lui, puisqu'il habitait devant le mur. Et c'est complètement incroyable cette histoire. C'est une vraie fiction. Mais on va se souvenir qu'il y a un mur, qu'il y a eu des gens qui sont passés en fraude, qui ont eu peur, et que le jour où ça s'est ouvert, il y a un grand musicien qui est venu jouer. Et ensuite, il y a un documentaire dans ce livre qui explique vraiment la chute du mur de Berlin, etc. Je trouve que de rentrer par la petite histoire dans la grande histoire, ça, c'est quelque chose qui me fascine complètement chez certains éditeurs ou certaines façons d'approcher la médiation, l'oralité, l'écriture, etc. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Oui, c'est vrai que les meilleurs profs d'histoire, c'est les profs qui racontent l'histoire, de toute Mais bien façon. sûr. Mm. Ouais. Et Ok. par des événements, voilà, par des événements annexes qui, le mieux c'est que ce soit prouvé, mais quand on est dans la fiction, c'est super aussi, quoi, parce que c'est possible. Qu'est-ce qui nous dit que ça n'a pas existé? Moi, c'est toujours ce que je dis. Qu'est-ce qui nous prouve que ça n'a pas existé? exactement. Ok, ben merci Sophie. Merci beaucoup. Pour finir, Oui. côté podcast, est-ce que tu as des podcasts préférés à nous conseiller, qui Alors, soient du domaine des contes ou pas du tout, quand tu cuisines ou quand tu conduis ou quand c'est que tu écoutes des podcasts toi d'ailleurs plutôt? j'écoute beaucoup la radio en podcast, en fait. Alors,
j'ai une curiosité très limitée. Et déjà, entre les émissions et les podcasts de France Inter, France Culture, quoi, Radio France propose des choses extraordinaires. Mm. Et je suis une inconditionnelle de Autant en emporte l'histoire, parce qu'il y a une fiction radiophonique. Et je trouve ça extraordinaire de justement la petite histoire dans la grande histoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une façon d'écrire, une façon de transmettre qui, moi, me reste très souvent. J'ai appris des trucs sur des événements historiques qui sont restés parce que il y avait cette petite histoire dans la grande histoire. Et voilà, donc c'est vrai que j'écoute beaucoup les émissions en podcast, et je suis pas encore très adepte des podcasts purs, mais il y a certaines fictions radiophoniques que je vais écouter sur le service public. Voilà, je suis pas très... Là, je n'apporte pas beaucoup d'eau à votre moulin, c'est que je ne suis pas très podcast, en fait. Il y a déjà tellement de choses dans l'actualité et que j'ai pas le temps. Voilà. Alors, je prends beaucoup le train. J'écoute énormément de podcasts dans le train. Mais voilà, j'écoute beaucoup de choses que j'irais pas lire. Je ne lis pas de romans historiques, par exemple. Et donc, le podcast me permet d'aller piocher à droite à gauche sur des... là-dessus. Qu'est-ce que je suis en train de regarder justement sur mon téléphone, Les Pieds sur Terre sur France Culture, où c'est des podcasts de 20 minutes, 29 minutes. Et là, il y a une rencontre à chaque fois, une rencontre avec quelqu'un, des gens qui n'auraient jamais pensé à les rencontrer, des gens que j'aurais jamais rencontrés non plus. Et voilà, donc c'est très varié. Voilà, il y a les Oli, tout ce qui va être les podcasts pour enfants sur France Inter. Voilà, c'est plein de... je vais aller écouter les chemins de la philosophie un coup de temps en temps, parce qu'il y a quelque chose qui va me plaire, par exemple la philosophie du bébé. Je pioche beaucoup dans le service public, effectivement. Ok, il n'y a pas de mal à ça. On mettra toutes les références dans la description pour que les gens puissent trouver facilement. Et dernière petite question en ce qui me concerne, si nos auditeurs veulent te trouver, te suivre peut-être sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, j'ai un Facebook qui est SoConte avec un S à compte, et c'est à peu près le seul endroit où j'ai une actualité. C'est pareil, hein, je ne suis pas très numérique, et Facebook reste encore pour les gens de ma génération un outil qu'on utilise beaucoup. Donc voilà, je ne suis pas encore passée aux moyens de diffusion plus jeunes, mais pour l'instant, les programmateurs et les parents qui emmènent leurs enfants écouter des contes passent encore beaucoup par Facebook, donc ça reste un outil que j'utilise vraiment pour communiquer sur mon actualité. Ça marche, on le mettra en lien aussi pour qu'on puisse te trouver facilement. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous surtout. Merci. Ouais, merci. Si cet épisode vous a plu, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Eh bien c'est simple, il y a 3 moyens de le faire. Le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît, on publie tous les 15 jours. Le second, c'est de partager sur vos réseaux sociaux ce podcast. Et le dernier, c'est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez. Merci encore à vous deux et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.